sortir de ta zone de confort est la clé de ta réussite. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire parce que j'ai dû tellement de fois, mais alors tellement de fois, sortir de ma zone de confort. Parce que oui, ça fait flipper d'aller vers un chemin que tu ne connais pas. Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Il y a quoi pour toi? Voilà, t'es tellement bien, on est tellement bien là, dans notre petit confort. Pourquoi en sortir en fait, si on est si bien? Eh bien écoute, il en va de ta survie d'en sortir, justement. Parce que si tu n'en sors pas, eh bien tu ne grandiras pas. Et quand on ne grandit pas, eh bien on meurt. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux, ce n'est pas non plus ce que je veux. Alors, j'espère vraiment que ce que je vais te partager aujourd'hui, eh bien, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va t'inspirer et qui sait, t'ouvrir à un nouveau champ des possibles. Bonjour, je m'appelle Baïssé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, je vais me maquiller avec toi tout en te racontant mon expérience. Alors, on va se commencer. Si tu entends des petits bruits, parce que bon, j'ai le micro juste devant moi, donc comme je vais toucher un petit peu de make-up, eh bien écoute, je m'en excuse par avance. C'est le premier épisode, on va dire, dans ce format-là, donc on va voir ce que cela va donner. Alors, pour commencer, il faut que je te parle un petit peu de moi. C'est qui Baïssé Paris? D'où elle vient, voilà. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait en fait. Donc peut-être que tu connais déjà un petit peu mon histoire, si tu me suis depuis un moment, mais peut-être pas. Et pour moi, il est important que je te raconte un petit peu qui je suis et comment j'en suis arrivée à là. Ça va te permettre justement de peut-être mieux comprendre mes idées et tout ce que je fais en fait. Alors, tu l'auras compris, je m'appelle Baïssé. Alors, en fait, la manière dont s'écrit mon prénom, c'est pas ce que tu vois là. Donc, la vraie orthographe, en fait, c'est B-A-I-Tréma, 2-S-E accent aigu. Et en fait, quand je suis arrivée en Angleterre, au tout début, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, à un moment donné, j'ai hésité. Je me suis dit, je la fais en anglais, je la fais en français. Donc, du coup, étant donné que le tréma n'existe pas en anglais, j'ai juste changé comme ça l'orthographe parce que je me suis dit, pour un anglophone, ce sera plus facile de prononcer Baïssé qu'avec le tréma. Et Paris, parce que je viens de France, tout simplement, et que je vis en Angleterre. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. Alors, je suis née à Bamako, au Mali. Un 12 août, le mardi 12 août 1975, exactement. Et je suis venue en France quand j'avais 3 ans. Et ce qui est drôle, c'est que quand ma mère me raconte, je voulais pas venir en France du tout. Donc, elle m'avait confié à un de mes oncles à l'époque. Et j'étais là dans l'avion, j'étais pas contente et je parlais pas français. Le bambara, c'était vraiment ma première langue. Et elle me dit que j'étais là en train de dire en bambara, enfin je vais te traduire, mais je disais Teta Francine, Teta ni Francine, là. Et j'avais 3 ans et en gros ça veut dire je veux pas aller en France, je veux pas aller dans cette sale France là. Et ça, c'était moi déjà à 3 ans avec ma langue bien pendue qui disait « Niet, je ne veux pas aller en France ». Tu vois, sans que je m'en rende compte déjà, écoute, ma mère m'a sortie de ma zone de confort en me foutant dans l'avion et en m'emmenant en France. J'étais pas du tout contente, mais je ne savais pas en fait tout ce que cela allait m'apporter. Parce que, Dieu seul sait, qu'est-ce que je serais en train de faire là si j'étais restée à Bamako? Hein, Dieu seul sait, je pense pas que j'aurais eu toutes les opportunités que j'ai eues en venant en France. Hein, grâce à ma mère. Donc déjà là, même toute petite, déjà j'étais pas contente. Et ça, voilà, quand tu es bien, confortable là où tu es, tu n'as pas envie d'en sortir. Donc ça déjà, dès 3 ans, ça, je pense que ça a été, on va dire, la première fois où je suis vraiment sortie de ma zone de confort.
Tu vois, comme quoi dans la vie, bah voilà, il faut aller là où tu n'es pas confortable. Parce que moi, en venant en France, eh ben, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. Quand je retourne au Mali, tu vois, ceux qui sont là-bas, forcément, bah, t'en as beaucoup qui t'envient parce qu'ils se disent, bah, t'as de la chance, tu vis en Europe, tout est plus facile pour toi, même si c'est pas forcément vrai. Mais après, faut dire la vérité, on est quand même privilégié, quoi, par rapport à eux. On est quand même privilégié. Il y a des choses qui, pour nous, enfin, parce qu'on a tendance souvent à prendre les choses pour acquises, des choses qui, pour nous, sont tellement... On ne prête tellement plus attention, tellement c'est facile pour nous, alors que pour eux, un peu de choses devient quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est la raison pour laquelle bah, j'aime bien aller au Mali. Enfin, le plus souvent possible, même si ça fait un petit moment. Enfin, je suis allée en 2021, mais avant ça, ça faisait 8 ans que j'avais pas été. Et je pense que, enfin, ceux et celles qui m'écoutent, quand tu retournes dans ton pays d'origine, on a toujours cette sensation où ça nous met une claque en fait, où ça nous permet de redescendre un petit peu sur terre et de se rendre compte de la chance que l'on a. Je me trompe ou pas? Et bizarrement, à chaque fois que tu reviens, tu dis mais elle est cool quand même ma vie, hein. J'ai quand même beaucoup de chance. Ah bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur et on a besoin de retourner, on va dire, à nos sources pour se rendre compte que ce que l'on a entre les mains, bah, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance et que tu as des personnes qui tueraient pour avoir ce que l'on a, quoi. Donc déjà, tu vois, le fait d'être venu en France, d'être sorti de ma zone de confort, justement, déjà à mon plus jeune âge, je peux déjà dire que rien que ce changement, rien que ce move-là, on peut dire que ça a changé ma vie. Déjà, rien que ça. Rien que ça. J'ai eu cette chance et tout le monde n'a pas forcément eu cette chance. Donc, je suis venue en France, j'ai fait ma petite life, j'ai grandi et quand je suis rentrée dans l'adolescence, bon, c'est vrai que l'adolescence c'est toujours une période délicate hein, de notre vie. J'essaie de pas trop tapoter avec le pinceau parce que pour pas que ça fasse trop de bruit. Hein. Et c'est une période quand même un peu beaucoup, ça dépend après de ton cercle familial. C'est vrai que c'est une période quand même challengeante. C'est vrai que moi, j'ai été une adolescente hyper complexée par mon physique. Je trouvais que j'avais des grosses fesses. C'est vrai que quand tu me regardes, c'est vrai que quand tu regardes ma morphologie, j'étais plutôt fine du haut du corps. Et quand tu regardais le bas du corps, bah, c'est une autre affaire, quoi. Tu vois le truc. Ouais, donc le fait d'avoir été une jeune fille quand même, hyper complexée par mon physique, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce truc-là maintenant, parce que je pense que j'en reparlerai dans d'autres épisodes. Mais l'autre événement où je suis vraiment aussi sortie de ma zone de confort, c'est j'ai fait un BTS commerce international. Et suite à ce BTS, il fallait faire un stage à l'étranger. Et moi, mon plus grand rêve, c'était d'aller à Los Angeles. C'était très précis dans ma tête parce qu'à l'époque, je regardais la série Beverly Hills. Tu te rappelles de Beverly Hills? Avec Brandon, Brenda. Enfin voilà quoi, je kiffais. Et du coup, pour moi, Los Angeles, c'était ça quoi. Et un de mes rêves, c'était d'aller à Los Angeles. Je voulais voir Beverly Hills de mes yeux, quoi. Donc du coup, à l'époque, on n'avait pas encore Internet, hein, donc fallait trouver son stage. Donc j'ai envoyé 201 lettres, exactement. 201 lettres. Et j'étais trop contente parce que j'ai eu 2 réponses positives. Je me rappelle, il y avait un stage que j'ai filé... à une de mes camarades de classe parce qu'elle n'avait pas encore trouvé son stage. Et moi, j'ai été prise dans cette boîte donc de transit maritime et aérien.
hein, dans le cadre de mon BTS. Et ce qui est faux dans cette histoire, c'est que c'était une entreprise chinoise. Et en fait, enfin, ils m'ont prise parce que, enfin, ils pensaient que j'étais japonaise. Elle est dingue l'histoire, hein. Ils pensaient que j'étais japonaise parce que mon nom, alors mon nom de famille, je m'appelle Kamisoko, donc ça c'est mon nom de famille. Et donc du coup, Kamisoko, ça a une consonance quand même très japonaise, hein. Donc ils ont cru que j'étais japonaise, hein. Donc mon nom, tu vois, m'aura été très utile. Et quand j'ai débarqué à l'aéroport de Los Angeles, bah, quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'ils m'ont vu. Mais ça s'est très bien passé. Ça a été, alors pour le coup, là, c'était totalement, enfin, à part aller à Bamako en vacances, voilà, j'avais été nulle part, moi, hein. Et là, je suis partie à Los Angeles, à l'autre bout de la planète, j'arrive. Et par contre, et c'est là aussi que tu te rends compte que, tu sais, l'anglais que tu apprends à l'école, là, c'est zéro. Franchement, j'arrive, je vais dans le bureau du coup de mon patron. Il commence à me parler, enfin, tu sais, pour que je puisse me présenter et tout. Et littéralement, je bug, quoi. Je le regarde, oh, je suis là. Les mots avaient tellement du mal à sortir de ma bouche. C'était, c'était de la souffrance. C'était vraiment une souffrance. Donc là, mon patron qui me parle, je suis là et tout. J'essaye tant bien que mal de lui répondre. Et le jour même où j'arrive à LA, il me dit ouais, donc là on va aller à Long Beach sur un bateau. Il y a un cocktail pour. En fait, c'était un cocktail organisé avec différentes compagnies aériennes. Donc t'imagines, moi j'arrive de ma banlieue là du 93, j'arrive à LA, j'ai le décalage. Enfin, je suis en plein dans mon décalage. J'arrive là-bas, il est 15 heures et direct, on va sur un bateau à Long Beach, s'il te plaît. Non, mais j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Mais vraiment, j'étais là, hein, je dis, mais je suis où là? Je suis où? Et, euh, et je me dis, c'est une aventure parce qu'il faut le faire quand même, hein. J'aurais pu faire mon stage en Angleterre, hein. D'ailleurs, mon mari qui était dans ma classe à l'époque, il me semble que son stage, il l'a fait en Angleterre, mais ça me faisait pas rêver l'Angleterre. Même si maintenant j'y vis, mais à la base, moi, ça a toujours été les États-Unis, mon grand rêve, hein. L'Angleterre, ça a été, on va dire, par défaut. Mais bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais moi, ça a vraiment été les États-Unis. Donc, j'arrive là-bas, c'est complètement surréaliste, lunaire, ce que je suis en train de vivre. Je suis à Long Beach. C'est... C'était au-delà, en fait. Déjà, pour le premier jour que j'arrive, c'était au-delà. C'était vraiment au-delà de ce que j'attendais. Et mon patron, Jimmy, super sympa. Donc, du coup, j'arrive. Donc, je suis dans une entreprise chinoise. Il n'y a que des Chinois autour de moi. Tu vois? Donc, là, totalement en dehors de ma zone de confort. Et j'habite également dans une famille chinoise. Parce que, oui... ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je suis partie à LA, j'ai demandé s'il y avait moyen, en tout cas, de m'aider à trouver mon hébergement. Et il y avait une fille qui travaillait dans cette compagnie-là. Elle s'appelait Wei. Et en fait, elle habitait donc quelque part, enfin dans une famille où elle louait une chambre. Et du coup, ils m'ont dit ouais, bah, que je pouvais, enfin, la famille en question avait une autre chambre de libre et je pouvais aller habiter justement là-bas. Alors, c'était drôle parce que bon, du coup, j'arrive là-bas dans un super quartier, hein, c'était stylé, hein. J'arrive, une superbe baraque où là, genre, j'avais ma chambre à moi toute seule, ce qui n'était pas le cas lorsque j'habitais chez mes parents. Donc pour moi, c'était vraiment la vie de luxe, hein. Et en plus, j'arrive là-bas et la nana qui me dit ah mais il n'y a pas le câble dans la chambre. Donc du coup, bon après moi je m'en foutais, moi je peux regarder la télé dans le salon, hein. Donc non, mais il était important pour elle
que j'ai la télé dans la chambre et que je puisse avoir accès au câble, quoi, avec les autres chaînes et tout. Donc, elle a fait venir un mec, un technicien, qui a installé et tout le câble dans ma chambre, quoi. Non, mais je sais pas si t'imagines le truc. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 21 ans. J'arrive à LA, enfin, c'était dans cette famille-là, hein, et elle fait ça pour moi, quoi. Donc, enfin, j'ai halluciné, tu vois. Et en plus, une famille chinoise. Donc, parce que bon, on peut avoir nos a priori. Et tu te demandes, est-ce que tu vas te faire accepter? Mais complètement. Ça a été une expérience pour moi transformative, ce que j'ai vécu à Los Angeles. Et avec cette famille, vraiment, ça s'est super bien passé. La nana était super sympa. Elle avait un ou deux chiens. Je crois qu'elle avait deux chiens. Et j'ai vraiment vécu la vie à l'américaine, quoi. Tu vois. Alors oui, j'ai eu des challenges là-bas. Parce que bon, déjà, il y avait la langue. Mais après la langue, franchement, j'ai quand même vite appris, je trouve. Je suis restée 3 mois à Los Angeles. Et en 3 mois, mon niveau d'anglais, il a skyrocket, quoi. J'étais vraiment capable de m'exprimer, de faire des phrases sans trop réfléchir, de raconter ma life et tout. Ça a juste été incroyable. Voilà. Mais après, ça n'a pas été facile tous les jours parce que ma famille me manquait énormément. Même si c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, même si c'était un de mes rêves, mais quand tu te retrouves à des milliers de kilomètres sans ta famille, c'est pas forcément évident. Et puis la langue, tu peux pas t'exprimer comme t'en as envie. Et moi qui suis bavarde, qui aime bien parler, qui aime bien échanger avec les gens, j'étais super frustrée par moments. Tu vois. Mais j'ai fait des super rencontres, notamment Gisela, qui travaillait avec moi. Elle travaillait à mi-temps là-bas, une Mexicaine. Et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a vraiment pris sous son aile. C'est elle qui me faisait sortir. Et elle m'a vraiment beaucoup aidée. Elle a été incroyable, cette fille. Et ce qui est fou, c'est que tu sais, je suis retournée à Los Angeles en 2010. Enfin, plusieurs années après. Et je me suis dit, non, mais je vais retourner là-bas. À cette époque-là, du coup, j'étais mariée. J'avais eu ma fille, qui avait 1 an lorsqu'on est reparti. Parce que j'avais vraiment envie que mon mari puisse connaître Los Angeles. Donc, du coup, on est parti. Et figure-toi que j'ai débarqué là-bas. C'était plus au même endroit, mais la société existait toujours. Et j'y suis retournée, quoi. J'y suis retournée. J'ai débarqué là-bas sans prévenir, hein. Genre, je débarque et tout. Ils m'ont vu. Non, mais c'était le truc. Et ils m'ont reconnu. Ils étaient super contents. Ils étaient super contents de me revoir. J'étais là avec mon mari, ma fille. Et du coup, Gisela aussi, elle y travaillait toujours. Incroyable. Elle nous a même invités chez elle et tout ça, à manger. Parce que souvent, tu sais, on dit ouais que les Américains, ils sont pas très... si, ils sont friendly et tout, mais souvent, c'est du fake, machin et tout. Franchement, après, je pense que chacun, ça dépend l'expérience que tu vas vivre. Hein. Mais Gisela, moi, je vois l'expérience que j'ai eue quand j'étais là-bas, l'aide qu'elle a pu m'apporter. Et voilà, en tout cas, on y est retourné en 2010 et c'était juste... incroyable, quoi. Et c'est vrai que j'ai énormément appris pendant ce séjour-là, parce que bon, pouvoir vivre comme ça, sans ta famille aussi loin, tu vas apprendre sur beaucoup de plans. J'ai beaucoup appris sur moi-même, parce que bon, j'ai vécu des moments pas forcément évidents. À un moment donné, laisse tomber. Du coup, vu que ma famille me manquait beaucoup, j'appelais beaucoup en France. Hein. Et du coup, j'appelais souvent du boulot, tu vois. Et un jour, la facture du téléphone, elle est arrivée. Donc, tu avais le comptable de l'époque, Jack. J'oublierai jamais son prénom à celui-là. Et du genre, quand il trouve la facture d'électricité, quand il trouve la facture de téléphone et qu'il voit tous les appels France, évidemment, ça ne pouvait être que moi, hein, n'est-ce pas? Le gars, il est devenu fou. Je me suis fait, mais alors, engueuler, je te raconte pas le truc.
J'ai le patron qui m'a convoqué dans son bureau et qui m'a... Ah, je me suis fait incendier ce jour-là, je te dis pas quoi. Là, je me suis sentie seule au monde. Seule au monde, il n'y avait pas ma famille. Je me suis dit, oh là là, laisse tomber, ça y est, eux, ils me détestent. Ah, je me suis fait engueuler, mais comme une petite fille, hein, tu vois. Et donc voilà, bon, après ça, le patron, il m'a bien engueulé et tout, mais bon, après, il a pas forcément changé de comportement vis-à-vis de moi. Alors, Jack, celui qui m'a balancé, alors lui, je pouvais plus le voir en peinture. Le comptable, là, laisse tomber, je pouvais plus le voir. Et puis voilà. Mais le patron était super sympa. Il y a des fois, quand je rentrais, enfin, il me prenait dans sa voiture pour aller me déposer. Superbe voiture, machin et tout. Et il me disait, tu veux manger quoi ce soir? Non, mais t'imagines un petit peu, enfin, là, je te parle, enfin, mon patron, enfin, j'étais dans une boîte asiatique, ils étaient tous asiatiques, et ils me traitaient, franchement, enfin, j'étais super bien traitée, quoi. Jimmy, mon patron, était super sympa, il me dit, tu veux manger quoi? Et on s'est arrêté quelque part, et il m'achetait à manger et tout, tu vois. Et tu dis, non, mais sérieux, franchement, les quinries, quoi, voilà, quoi. Et, euh, et ça a toujours été mon rêve de vivre là-bas, tu vois. Et imagine si j'étais pas partie aux États-Unis, j'aurais pu ne pas y aller parce que ça me faisait peur, parce que même si c'était un de mes rêves, j'aurais pu ne pas l'assumer en fait. Et de me dire, ah bah non, vas-y, mon stage, je vais le faire en Angleterre, c'est plus proche. Mais ça me faisait pas vibrer. Ça me faisait pas vibrer. Moi, c'était Beverly Hills, la série. C'est ça que je voulais. Tu vois, et moi, j'ai toujours été quelqu'un, quand même, au fond de moi, j'ai toujours eu des grands rêves. Hein. J'ai toujours vu les choses en grand. Je me rappelle, bon, avant, j'avais un mec qui m'appelait Madame Plus, parce que je voulais toujours plus. Comme si ça me suffisait jamais assez, je voulais toujours plus, quoi. Moi, je voulais aller à Los Angeles, quoi. Et franchement, j'y suis allée, et qu'est-ce que j'ai pas regretté. Ça a été une aventure incroyable. Et depuis que j'ai quitté les États-Unis, que j'ai fait ce stage, eh bien, ça m'a jamais quitté en fait. Le fait d'avoir vu plus grand que ce que j'avais l'habitude de voir, tu vois, moi qui étais toujours restée dans ma banlieue, où j'étais toujours partie à Bamako en vacances, ce qui est super d'ailleurs, et je remercie ma maman pour ça, parce que pour elle, ça a toujours été très important qu'on aille au Mali régulièrement en vacances. Donc, ça, vraiment, je l'en remercie infiniment pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, quand je suis partie à Los Angeles, c'était pour moi, c'était une grosse, grosse découverte. Et j'ai appris tellement, tellement sur moi, sur l'adversité, sur le fait d'être loin de ma famille. Et du coup, quand je suis rentrée, je te dis honnêtement, j'étais plus la même. J'étais plus la même personne. Parce que déjà, j'avais été au bout de mon rêve. Je suis partie à Los Angeles. J'ai vécu des expériences incroyables. Je suis partie à Las Vegas. Je suis partie au Grand Canyon. C'était waouh. Tu te rends compte que le monde est grand. Le monde est grand et c'est pas juste ce que tu connais. Parce qu'encore une fois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Mais pour connaître toutes ces choses justement que tu ne connais pas, eh bien, tu dois justement aller en dehors de ta zone de confort et faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et qui te font flipper en fait. Il y a que comme ça que tu vas grandir. Donc moi, les États-Unis, ça aura changé ma vie à jamais et c'est toujours là. Puisque mon rêve est de vivre aux États-Unis et je sais qu'un jour je vivrai là-bas. Et ça, c'est parce que j'ai fait ce voyage lorsque j'étais adolescente, tu vois. Et du coup, ça m'a toujours quand même poussée à voir les choses en grand. Parce que ouais, aux États-Unis, tout est grand, tout est possible. Il y a vraiment cette culture de tout est possible. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me colle à la peau, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que ta vie, en fait, c'est vraiment la somme de tous ces choix que tu as faits, qui au final t'ont ouvert des portes ou t'en ont fermé. Mais bon, si des portes se ferment, ça veut dire que t'en as d'autres qui vont s'ouvrir et qui seront
peut-être meilleur pour toi. Et, euh, et du coup, moi, ce voyage, il m'aura impacté à jamais. Et ensuite, à mon retour des États-Unis, l'année d'après, je suis partie au Vietnam. Tu te dis, ouais, mais dis donc, qu'est-ce que t'es parti faire au Vietnam? Eh bien, écoute, c'est toujours dans le cadre de mes études, de mon BTS Commerce International. Et quand je pense, mon mari, il a fait tout ça avec moi, puisqu'on est partis ensemble au Vietnam, puisqu'on était dans la même classe. Mais sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que ce serait mon mari. Et du coup, on est parti au Vietnam faire une mission. Et notre prof, en fait, de commerce international était moitié française, moitié vietnamienne. Et du coup, on est parti au Vietnam, enfin, d'où le Vietnam. Ce qui était super original par rapport à d'autres. Parce que bon, voilà, le Vietnam, c'est pas commun. Et ça a été quand même une expérience incroyable. J'ai adoré, on s'est marré là-bas. Non, c'était fou, quoi. Hein. Donc, notre prof, elle a fait ce pari de nous emmener dans un endroit, justement, qui n'était pas commun. On est tous, du coup, sortis de notre zone de confort. Et on a fait ce voyage, mais qui, pour nous, aujourd'hui, je suis fière de dire, ouais, je suis partie au Vietnam, quoi. Ça a été une expérience incroyable. Les gens étaient super sympas, chaleureux. C'est vrai qu'il y a avec la France, enfin, de par l'histoire, ils ont ce truc où, enfin, où ils adorent les Français, ils adorent la langue française, la culture française, et du coup, ça a été une expérience hyper enrichissante. Et toi, il y a quoi que tu as fait dans ta vie? Enfin, quelles sont toutes ces choses où tu es sorti de ta zone de confort et en fait, tu te dis, mais si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Tu vois, tu serais pas la même personne. Donc, ouais, donc moi, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Vietnam. Et ensuite, ah oui, il y a une autre fois aussi où, c'était en quelle année ça? C'était en 99, bah, c'était après mon BTS, justement. Je suis partie à Megève. Et du coup, je me rends compte que dans mon parcours, bah, c'est les voyages, en fait, qui ont fait que je suis sortie de ma zone de confort. Et d'ailleurs, même toi, enfin, pense à toutes ces choses que tu as faites, hein, enfin, où tu es sortie de ta zone de confort et où tu te dis, non, mais franchement, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, tu serais même pas la même personne. Enfin, quand tu y penses. C'est là où tu te rends compte vraiment de cette notion de choix, que tous les choix que tu vas faire, toute cette somme de choix va donner ce que tu es là aujourd'hui, tu vois. Et il y a un autre truc aussi, c'est quand je regarde mon parcours, bah après justement mon BTS, donc après le Vietnam, je suis partie à Megève. Et c'est là où je me rends compte. Là, en préparant justement cette vidéo, ce podcast, je me dis, mais en fait, c'est les voyages. C'est à chaque fois que j'ai changé de lieu où j'ai eu quand même de gros changements dans ma vie. Comme quoi, parfois, il faut lâcher là où tu es, quoi. Il faut bouger. En tout cas, moi, ça a été ça. Je suis partie à Megève. Alors, pourquoi Megève dans les Alpes françaises? C'est que suite à mon BTS, donc... j'ai une de mes tantes, enfin une nièce de ma mère, c'est la nièce de ma mère, enfin bref, en tout cas c'est la famille quoi. Et elle travaille dans une boîte, je sais pas si tu te rappelles, tu sais à l'époque là où, tu sais le timeshare, tu sais, ces sociétés qui vendaient ce qu'on appelait les vacances en temps partagé, où tu achetais une semaine de vacances à tel endroit, et ensuite tu avais une bourse d'échange où tu mettais ta semaine. Et ensuite, tu pouvais l'échanger et voyager à travers le monde. Tu vois, encore les voyages. Donc, du coup, elle était commerciale là-bas. Et moi, après mon BTS, voilà, j'avais envie d'aventure. J'ai toujours eu envie d'aventure, d'ailleurs, hein, quand j'y pense. Hein. Et elle m'a proposé, du coup, bah, de bosser pour cette boîte-là. Sauf qu'au départ, je devais pas aller à Megève, je devais aller à Ibiza. Tu vois. Et pourquoi je ne suis pas partie à Ibiza? Parce que il n'y avait plus de place dans l'avion. Donc tu vois un petit peu comment ton destin ne tient pas à grand chose.
l'avion était rempli. Donc du coup, le mec qui m'a reçu, il me dit, bah, si vous voulez, on a un nouveau site à Megève, voilà, qui est prometteur, donc vous pouvez aller là-bas. Je dis, bon, bah, ok. Donc je suis partie à Megève en tant que commercial pour vendre du timeshare. Je pars là-bas. Alors ça aussi, ça a été quand même une sacrée expérience, le timeshare, parce que c'est pas facile hein, de vendre des semaines en temps partagé. Tu pars là-bas, en plus, tu n'es payé qu'à la com. T'as pas de salaire fixe ou quoi. Et bon, moi, ça me faisait pas spécialement peur. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc, du coup... je pars là-bas, je me fais former pendant 1 mois, il me semble. Je dormais à l'hôtel là-bas. On était hébergés dans un hôtel en attendant de trouver son appartement. Et savoir aussi si t'allais rester, parce que bon, j'ai vu tellement de turnover là-bas, parce que bon, au bout d'un moment, si tu vends pas, tu peux pas trop rester, quoi, tu vois. Donc, j'ai été formée pendant 1 mois. Et ensuite, dès que tu étais prêt, on t'envoyait... au Lyon, enfin non, je rigole. Mais en fait, toutes les semaines, ils t'envoyaient des couples qui avaient été présélectionnés. Ils avaient un bureau à l'époque à Levallois-Perret où, tu sais, ils faisaient une sorte de télémarketing, quoi, où ils qualifiaient des couples qui, en soi-disant, avaient les moyens, on va dire, financiers. Et ils leur offraient cette semaine de vacances. Ils leur disaient, voilà... on vous offre la semaine de vacances, mais en échange, la seule chose que vous avez à faire en échange, c'est de consacrer 2 heures de votre temps à un de nos conseillers vacances. Genre conseiller vacances, genre AK commercial, quoi. Et donc, les gens, ils se disaient quoi? Bon, bah, ok, hein, de toute façon, on sait qu'ils vont nous vendre quelque chose. Chérie, on n'achète rien, parce que, justement, ce qu'on nous apprend, c'est que quand c'est comme ça, les couples, ils se font un pacte à eux-mêmes. C'est de ne rien acheter. Donc il dit, je te préviens, on sait qu'on va nous vendre quelque chose, on n'achète rien, on profite bien de la semaine, et ensuite on se casse. Ok? Donc le pacte est fait. Donc nous, notre rôle, ça on le sait, en tant que commercial, c'est de briser ce pacte. Donc quand ils arrivent, tu les accueilles le samedi, donc tu as un pot de bienvenue et tout et tout. On les accueille, on avait 5 couples par commercial. Et ces couples-là, tu devais les suivre pendant toute la semaine, quoi. Tu vois, pendant toute la semaine qu'ils étaient là. Donc déjà, bon, tu leur fixais un rendez-vous pour pouvoir avoir cette fameuse présentation, hein. Donc tu devais les suivre toute la semaine. Donc tu leur fixais rendez-vous déjà pour leur faire la présentation. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas juste, ok, vous avez fixé rendez-vous, tu leur fais la présentation, mais nous, notre rôle, et on nous briefait, c'est que tu les lâchais pas en fait de la semaine. Genre, limite, tu t'invitais à leur table. Non, mais c'est ça, franchement, alors, pour le coup, tu dois vraiment sortir de ta zone de confort. Vraiment, parce que tous les matins, 9h, on avait nos réunions et tout, où on te dit, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, t'avais pas de vie, hein. Tu bouffais timeshare, tu vivais timeshare, tu respirais timeshare. Donc, les couples qui venaient, donc moi, j'allais, genre, ils sont là en train de prendre leur petit déj et tout peinard, et moi qui arrive, bonjour et tout, je m'assois, je prends le petit déjeuner avec vous. Et là, comment ils étaient dégoûtés. Je prenais le petit déjeuner, des fois le dîner. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que le fait de manger avec eux, t'essaies de leur poser un maximum de questions sur leur vie, sur leur habitude de vacances. Et ensuite, tous ces renseignements-là que tu as glanés pendant ce temps-là, bah, tu allais t'en servir ensuite lors de la présentation, tu vois. Attends, j'allais skier avec eux. C'était un truc de fou, hein. Et je peux te dire que cette expérience, elle a été vraiment très, très, très formatrice pour moi. Donc, c'est pas évident. Et bon, même là, bon, tu me vois, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'extraverti, mais j'ai quand même une part de timidité, tu vois. Donc, aller vers des gens comme ça que je ne connais pas, c'est pas évident. Quand je te parle là, j'ai l'impression, enfin, pour moi, je te connais. Je suis chez moi, tu vois. Mais aller vers des personnes que je ne connais pas, c'était quand même difficile pour moi. Mais bon, je l'ai fait parce que je me dis, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux gagner ma vie, il faut que je le fasse.
Et ça m'a vraiment beaucoup servi. Beaucoup, beaucoup servi. Et un jour d'ailleurs, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a un mec qui est venu, que j'ai reçu en pot d'accueil. Et lui, direct, il m'a dit, alors écoutez-moi bien. Alors lui était déjà propriétaire d'une semaine à Ibiza, parce que il y avait des résidences à Ibiza. Et il savait qu'on allait lui vendre du Megève, parce que bon, c'est pas parce que tu es déjà propriétaire qu'on va rien te vendre. Et direct, il m'a dit, alors, je vous préviens tout de suite, votre réunion, là, elle va pas durer 2 heures, elle va durer 2 minutes, mademoiselle. Hein, parce que je n'achèterai absolument rien. Moi, j'ai déjà ma semaine à Ibiza, donc Megève, je n'en veux pas. Donc, ça va être réglé. Hein. Et il s'appelait Monsieur Le Vigoureux. Ah bah, je peux te dire qu'il était vigoureux, le mec. Hein. Donc, ok, il me sort ça. J'ai dit, ok, je suis mal. Il m'a cassé mon truc direct. Alors moi, j'étais là, bon bah c'est mort. Ça sert à quoi que j'ai ce mec en entretien? Il m'a dit qu'il achètera pas de toute façon. Donc du coup, je pars voir mon closer. Enfin, mon closer, c'est la personne avec qui on travaillait en binôme. Bah, tu sais, quand on faisait ça à la fin de la présentation, c'était pas moi qui parlais de prix, c'était mon closer. On prenait le mec qui venait et c'est lui qui closait. Et ce mec-là, il s'appelait Rachid. Franchement, je te dis la vérité, ce mec-là, bon, je l'ai perdu de vue. Mais si un jour, Dieu fait que je revois ce mec sur mon chemin, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il devient. Parce que grâce à lui, il m'a appris quelque chose, mais alors, je pense qu'il ne se rend pas compte en fait de l'impact qu'il a eu sur moi, ce mec-là. Alors, Rachid, c'était un excellent, excellent commercial et closer. Il était excellent, ce mec-là. Et il m'a appris quelque chose. C'est que je suis partie le voir, limite en chialant. Je dis, écoute, Rachid, c'est mort. Monsieur Le Vigoureux, là, je le prendrai pas en tour. Il m'a dit direct qu'il achèterait rien du tout. Il m'a mis la pression, c'est mort. Et ok. Et un soir, il vient, il me trouve assise là. Il me dit, bah, ici, viens. Ok, je viens, on s'assoit au bar de l'hôtel. Il me dit, écoute bien ce que je vais te dire là. Je dis, ok Rachid, je t'écoute. Il fait, alors, ce mec-là déjà, tu vois, donc il a voulu t'intimider. Alors, écoute comment tu vas procéder. Il me dit, ce genre de personnes, il faut rentrer dans leur orgueil. D'accord? Tout de suite, il t'a dit, lui, il veut pas de Megève. Il a déjà sa semaine à Ibiza, voilà. Donc toi, tu viens, tu dis, ok. Tu acquiesces et tu es d'accord avec ce qu'il dit. Tu dis, ah ouais, effectivement, Megève, voilà. En fait, il m'a tout décomposé, il m'a fait une stratégie, en fait, pour que je puisse faire ce tour-là. D'accord? Il me dit, ok, tu vas faire ça, tu vas dire ça, 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 ça. Il a dit, ce genre de personnes, il faut rentrer dans leur orgueil. J'ai dit, ok. Là, du coup, j'ai gagné en confiance. D'accord? Parce qu'au moins, je me suis dit, j'ai une stratégie. Je ne vais pas venir comme ça, la bouche en cœur. Le jour du tour arrive. Monsieur Le Vigoureux, donc lui, évidemment, sûr de lui, parce que bon, il avait déjà... Hein, il m'avait déjà briefé, hein, je n'achèterai rien. Il était là avec sa nana et tout. Et on arrive, on s'assoit. Je t'avoue, j'étais un petit peu nerveuse quand même, tu vois, parce que bon, ok, Rachid m'a dit ça, 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 mais maintenant, une fois que j'étais face au mec, est-ce que j'allais pouvoir redire tout ce que Rachid m'a dit de dire? Donc, je viens comme ça. Donc, quand je te dis que toutes ces expériences-là, je suis sortie de ma zone de confort. Donc là, j'arrive et donc il commence à me dire, ouais, donc Megève, patati patata, c'est nul. Enfin, non, moi, Megève, ça m'intéresse pas du tout. Non. Je l'écoute. Hein? Avant de commencer à parler, d'abord, je l'écoute. Donc, il me dit tout ce qu'il a à me dire. Il m'a sorti tous ces trucs, toutes les raisons qui font que lui, il n'achètera jamais du Megève. D'accord? Je l'ai écouté attentivement, comme quoi, hein, quand on nous dit qu'on a deux oreilles hein, et une bouche, hein, c'est pour les utiliser en proportion, n'est-ce pas? Donc, je l'ai bien écouté avec mes deux oreilles. Et ensuite, je lui dis, mais vous avez raison, monsieur Le Vigoureux. Vous avez raison. Bah ouais, pourquoi acheter du Megève, en fait? Vous avez raison. Gardez votre semaine à Ibiza, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Et il avait une semaine blanche. C'est-à-dire que semaine blanche, c'est les périodes. Tu sais, semaine bleue, c'est basse saison, blanche, moyenne saison, et rouge, haute saison. D'accord?
Et donc, je lui fais comprendre que, bah, effectivement, voilà, il a une semaine blanche, parce que bon, voilà, c'est quand même moins cher qu'une semaine rouge. Donc, je lui fais comprendre que s'il a une semaine blanche, c'est parce qu'il n'a pas pu se payer la semaine rouge, parce que forcément, c'est plus cher. Enfin, voilà, vous comprenez, c'est vrai que c'est pas forcément... Parce que je dis, mais pourquoi vous avez acheté la semaine blanche bah, parce que... ah oui, non, mais effectivement, c'est vrai que la semaine rouge, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé à prendre une direction à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Donc là, il a commencé à bégayer et tout, parce que bon, étant donné, une fois qu'il m'avait sorti toutes les raisons qui feraient qu'il n'achèterait pas du Megève, et que j'ai acquiescé, et qu'ensuite je l'emmène du coup sur Ibiza, parce qu'il s'attendait pas à ça, pour lui, il s'attendait à ce que je lui parle seulement de Megève, mais je lui ai fait comprendre que, effectivement, bah oui, la semaine blanche, oui, c'est bien, mais bon, il y a mieux. Il y a mieux. Et bah là, tout d'un coup, il a un peu mal vécu le fait que je lui fasse comprendre, justement, que je suis rentrée un peu dans son orgueil, que s'il n'avait pas cette semaine rouge, c'est parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de se la payer. Et ben écoute, figure-toi que j'ai fini avec monsieur Le Vigoureux, coupe de champagne à la main, en train de fêter parce que je venais de lui faire un upgrade sur une semaine rouge à Ibiza. D'accord? Et non pas à Megève. Alors, est-ce que tu vois un petit peu le retournement de situation et de la leçon que j'ai apprise ici? Déjà, c'est de ne pas prendre un non pour un non. Hein, c'est pas parce qu'on te dit non que ça y est, c'est mort. C'est plié, tu vois. Et parce que... Et tout est une question aussi d'état d'esprit. Parce que si j'étais partie avec mon état d'esprit là de loseuse, ah c'est mort, c'est mort. Et voilà. Donc là, Rachid était là déjà pour m'asseoir, pour réfléchir et m'apporter des solutions en fait. Comme quoi, il y a toujours des solutions. Faut pas, même si on te dit non, ça veut pas dire que ça y est, c'est foutu quoi. Tu vois. Pour moi, ça a été une leçon juste incroyable. Et monsieur Le Vigoureux, merci à lui de m'avoir dit non. De m'avoir challengé. Parce que du coup, ça m'a permis de grandir. Parce que si cette situation ne s'était pas présentée à moi, eh bien, Rachid n'aurait pas eu l'opportunité de me briefer comme il a pu le faire. Et j'aurais pas eu l'opportunité d'apprendre cette leçon. Donc, toutes les situations challengeantes sont là pour t'apprendre quelque chose, en fait. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été une expérience très, très, très impactante. Donc là, tu vois, enfin, encore une leçon, c'est... En fait, il faut sortir constamment de ta zone de confort. Constamment. Il faut même que ça devienne, enfin, tu vois, un exercice. Ou que... Il faut que tu vois ce que tu ressens. Est-ce que c'est... Est-ce que j'ai des... Enfin, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il y a ce côté excitation? Enfin, il faut pas que tu te sentes confortable. Tu vois? Donc, vois comment tu ressens les choses. À partir du moment où tu ne te sens pas confortable, ça veut dire que tu dois le faire. Tu dois te lancer, tu dois le faire. Tu vois? Il faut pas que tu ailles systématiquement là où c'est facile. Parce que tout le monde va aller là où c'est facile. Mais c'est pas là où tu auras justement un changement. C'est pas là où tu vas grandir. Il faut vraiment que tu ailles vers ce qui te fait flipper. Tu vois? Tu dois vraiment, enfin, en tout cas moi, de ce que j'en ai tiré, c'est de transformer la peur en fait en excitation. J'ai pas peur, je suis excitée. Parce que je sais que voilà, c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas l'habitude et je vais apprendre quelque chose. Tu vois. Et encore une autre expérience vraiment où là je me dis non mais tu vois, encore une fois, les voyages. Enfin tout est dans le mouvement. Tu sais, quand tu pars d'un point A pour aller vers un point B, dans un endroit qui est nouveau pour toi, qui est inconnu, tu vas encore apprendre quelque chose. Et là, ça va être du coup mon départ en Angleterre. Là, ça va faire cette année 11 ans que je vis en Angleterre. Et franchement, pour moi, ça a été un move aussi. Ça n'a pas été facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait beaucoup de peur de l'inconnu. Et si j'aime pas, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à trouver du travail? Plein de questionnements comme ça. Et franchement,
Mais je savais au fond de moi que je devais le faire. Au départ, on voulait partir aux États-Unis, mais ça n'a pas forcément pu se faire parce que bon, les États-Unis avec les questions de visa, c'était compliqué. Et j'avais vraiment cette envie de m'expatrier. Je voulais vivre cette expérience de vivre à l'étranger, de parler l'anglais couramment. J'avais vraiment envie de me perfectionner en anglais. Et même pour mes enfants, un de mes rêves était que mes enfants soient bilingues en anglais, quoi, tu vois. Je me dis, si moi, à la rigueur, je suis pas bilingue, mais que mes enfants puissent être bilingues. Parce que je me dis que plus tard dans la vie, dans leur vie, ça va leur apporter énormément de choses, quoi. Et c'était de partir, donc. Avec mon mari, on s'est dit, bon, alors lui aussi c'est un fanat des États-Unis. Hein. On s'est dit, à défaut d'aller aux États-Unis, et bien on s'est dit que l'Angleterre serait un bon compromis. Donc d'où l'Angleterre. Mais à la base, c'était pas mon rêve d'aller en Angleterre. Hein, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit c'était par défaut. D'accord? Donc du coup, on vient à Londres et tout, mais je dis la décision, oh, ça a été difficile. Hein. La famille et tout, voilà, nous on est quand même très famille. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, j'avais besoin de vivre cette expérience. Pour plusieurs raisons, dont l'envie de m'expatrier, mais pour moi, pour mon épanouissement, je devais vivre cette expérience. Et donc, nous sommes partis. Au début, je te cache pas que c'était difficile, c'était chaud. Parce que bon, on trouvait pas forcément de travail, on n'avait pas beaucoup d'économies. Parce que quand tu regardais notre situation, franchement, si tu es raisonnable, quand tu as les pieds sur terre, tu dis non, franchement, c'est bon, restez là, attendez de mettre plus d'argent de côté, et quand vous serez prêt, vous partirez. Sauf que non, on avait envie de partir. Et j'avais ma fille à l'époque, tu vois, j'avais ma fille, et surtout quand tu as des enfants. C'est vrai que quand on a des enfants, surtout on a tendance quand même à se dire ouais, j'ai des gosses, je peux pas. Tu vois. Mais en fait, je pense que c'est une bonne excuse hein, de se dire j'ai des enfants, je peux pas. Parce que justement, c'est notre raison aussi d'avancer, de vouloir faire de grandes choses parce qu'on veut des grandes choses pour eux. Donc, je pense que c'est un super exemple justement de faire les choses et que ton enfant puisse voir que tu crois en tes rêves et que tu te donnes les moyens d'y arriver, tu vois. Alors c'est vrai que on est quand même partis et puis on s'est dit on va se démerder. Hein. Tu sais, le truc c'est que souvent on attend d'avoir toutes les réponses avant de pouvoir faire quelque chose. Sauf que le problème c'est que tu n'auras jamais toutes les réponses. Il faut te lancer, juste faire. Malgré que ça te fasse peur, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit de l'excitation, de l'excitation. Et juste faire, et avoir confiance, avoir la foi. Avoir une foi, mais alors tellement forte, tu dois croire en toi. Te dire que tout ira bien. Que tout ira bien. Après, bon, nous on a pris le risque, de toute façon on s'est dit, au pire... Si vraiment on n'y arrive pas, on rentre en France, quoi, tu vois. C'était pas une question de vie ou de mort, quoi, tu vois. Donc, on est parti. Au départ, c'était un petit peu chaud. Enfin, limite, genre, je crois que c'était le dernier mois et si on trouvait pas de boulot, c'était mort, on devait rentrer, quoi. Et comme par hasard, tous les deux, du coup, on a trouvé du boulot et on a commencé à travailler le même jour. Je me rappelle, c'était le 7 juillet 2013. Où on a commencé à travailler. Non, pas le 7, le 9 juillet. Le 9 juillet. On a commencé à travailler un 9 juillet 2013, tous les deux. Le même jour. Ce jour-là, c'était c'était incroyable. C'était... Waouh. C'était le miracle. Le même jour, tu vois. Comme quoi, il faut vraiment croire. Mais ce move en Angleterre, il m'aura apporté tellement de choses. Parce qu'aujourd'hui, même, je peux dire que si je suis là, en train de faire mes vidéos, cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai quitté la France et que je suis arrivée en Angleterre. C'est toutes ces circonstances-là qui ont fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et que si j'étais restée en France, eh bien, je n'aurais certainement pas eu cette carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, tout est une question, encore une fois, de choix que nous allons faire. Et franchement, le fait d'être venu en Angleterre, même si c'était pas les États-Unis,
Pour moi, enfin pour nous, pour notre famille, c'est... enfin vraiment, je dis merci à l'Angleterre en fait, parce que les Anglais, c'est une population qui est tellement accueillante. Ils sont tellement pas prises de tête, très pragmatiques. Franchement, j'adore. Je ne dis pas que je vais rester ici toute ma vie, parce que bon, j'ai toujours mon rêve des États-Unis. Mais en tout cas, ça aura été un super compromis. Une excellente manière de nous faire patienter. Vraiment. Et aujourd'hui, mes enfants sont complètement bilingues. Des fois, je te jure, quand je les écoute, quand je les entends parler, des fois, j'en reviens pas, je réalise pas en fait. Je me dis, waouh, c'est mes enfants, ils parlent comme ça en anglais, c'est trop bien. Parce que ça, c'était vraiment un de mes rêves. Mais tout cela ne serait jamais arrivé si j'étais pas sortie de ma zone de confort et si on n'était pas parti en Angleterre. Ça a été difficile, encore une fois, parce que bon, on dit toujours, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas gagner derrière. Mais je pense qu'à chaque fois que tu vas prendre une décision avec laquelle tu n'es pas confortable, mais que tu ressens au fond de toi que c'est la bonne décision, eh bien, tu ne te tromperas jamais. Ça, c'est quelque chose vraiment, j'en suis convaincue. À partir du moment où ça vient du cœur, où c'est ta décision et personne d'autre, tu ne peux que réussir en fait. Tu vois ? Et d'ailleurs, parlant de ma chaîne YouTube, mais ça aussi, quelle sortie de zone de confort de créer une chaîne YouTube, hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui était une évidence pour moi, parce que tu sais, on a tous un rapport particulier avec notre image, surtout que moi, bon, j'expliquais un peu, enfin, par rapport à mon complexe et tout, et encore, bon, là-dessus, ça allait parce que je montrais, on va dire, que mon visage. Tu vois, j'allais pas faire un truc de mode ou quoi, c'est la beauté, enfin c'était le maquillage. Donc voilà. Mais au départ même, je me dis, mais est-ce que me montrer sans maquillage Au départ, j'ai un peu hésité, enfin un peu hésité. Je me dis, est-ce que je vais être à l'aise avec l'idée de me montrer sans maquillage? Mais après, au final, je me suis dit, oui, parce que c'était important aussi pour moi que tu puisses me voir sans maquillage. Parce que bon, le maquillage, j'ai pas du tout envie que ce soit un moyen de camoufler, d'être quelqu'un d'autre. Donc, dès le départ, j'avais quand même ce truc-là en tête où non, c'est important que je me montre sans maquillage. Mais t'exposer comme ça, avoir de te dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être mal te parler, avoir des commentaires qui sont pas très agréables. Est-ce que je vais pouvoir assumer ça? Parce que je suis quelqu'un de très susceptible. Hein. Donc... Donc, est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Pas prendre les choses trop personnellement. Est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Mais mon envie de réussir, justement, elle a été plus forte que mon envie de perdre. Et j'avais envie de faire cette chaîne YouTube. J'avais tellement envie de partager des choses avec toi. Ouais, que je me suis dit, est-ce que je vais m'empêcher de vivre une aventure extraordinaire? Enfin, de vivre... cette expérience YouTube parce que j'ai peur que des personnes parlent mal de moi. Dans ces cas-là, c'est elles qui ont gagné et c'est moi qui a perdu, quoi. Est-ce que j'ai envie de ça? Et en fait, non, j'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de vivre mon aventure. Et je l'ai vécue. Et je la vis toujours. Là, cette année, ça va faire 9 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et je me dis, c'est juste incroyable. Et j'adore ce que je fais. J'ai pas laissé... tous ces bruits intérieurs là, me dire non, non, ici et ça, le jugement des autres. Et j'ai fait, je suis sortie de ma zone de confort. C'était pas facile parce que bon, au-delà de ça, bah, fallait apprendre carrément un nouveau métier. Même si lorsque j'ai commencé, bon, je m'étais pas posé toutes ces questions-là. Hein. J'avais juste envie de faire ma chaîne YouTube. Moi, à partir du moment où je voyais qu'il y avait... d'autres gamines de 14 ans, 15 ans qui avaient leur chaîne YouTube et moi j'en avais 39 à l'époque, je me dis si elles ont leur chaîne YouTube, si elles savent faire des montages vidéo, bah alors pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Si tu écoutes juste l'audio, je mets du spray fixant sur mon visage.
Donc oui, si elles ont pu, elles ont pu faire leurs vidéos là, pourquoi pas moi? Donc je vais apprendre. Et justement, YouTube, c'est un moteur de recherche, hein, donc t'as plein de tutos, t'as plein de trucs. Et on a appris comme ça, hein. Hein, quand vraiment tu veux faire quelque chose, hein, tu cherches, tu trouves les solutions, hein, tu vois. Et j'ai fait ma chaîne YouTube à 39 ans. Alors que je me disais, ouais, mais la beauté, il y a déjà tellement de personnes qui font de la beauté. Et j'ai bientôt 40 ans. Est-ce que on va s'intéresser à moi? Qu'est-ce que moi, Baïssé, qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport à ce qui se fait déjà? Et pourtant, eh bien, faut savoir que tu es unique. Et de personnes comme toi, eh bien, tu es la seule. Il n'y en a qu'une. Donc, même si il y a beaucoup de concurrence dans tel ou tel domaine, la manière dont toi, tu vas amener les choses, tu auras ta propre perspective, tu auras ta manière unique à toi de l'amener. Donc, rien que pour ça, si jamais tu doutes, si jamais tu as peur d'aller quelque part parce que tu dis il y a trop de concurrence, non, oublie. Oublie. Bon, là, je fais mes lèvres, hein, donc je peux pas trop parler en même temps que je fais mes lèvres. Mais vas-y, en fait, parce que tu es la seule et l'unique. Ou le seul et l'unique, si jamais il y a des garçons qui me regardent. Donc, vas-y. Vas-y, tu verras que tu n'as absolument rien à perdre. Tout au contraire, tu auras tout à y gagner. Donc, tu vois, un nouveau choix de créer cette chaîne YouTube qui a une nouvelle fois changé ma vie. Là, aujourd'hui, le fait de pouvoir travailler pour moi, ça a toujours été un rêve pour moi, d'être indépendante, de pouvoir gérer mon emploi du temps comme j'en ai envie, sans avoir un patron à qui rendre des comptes, même si c'est pas toujours facile, parce que être son propre patron, ce n'est pas non plus facile, parce qu'il faut faire les choses sans qu'on ait à te le dire, tu vois, et ça aussi, c'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, je peux te dire la vérité que j'ai la vie de mes rêves, vraiment. Je kiffe ma vie, je kiffe ma life, tu vois. Mais pour en arriver à là, il a fallu que j'aille en dehors de ma zone de confort, que je crée cette chaîne, que je me mette en avant, même si c'était pas parfait. Si tu regardes mes premières vidéos, c'était pas ça du tout, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça que l'on apprend. Il faut commencer maintenant, sans attendre, non. Vas-y, va en dehors de ta zone de confort. Va là où tu flippes et transforme cette peur en excitation. Tu verras que au final, quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte que au final, c'était pas si difficile que ça. Tu te rends compte que le plus dur, en fait, aura été de prendre la décision. C'est ça le plus dur, c'est de décider, de le faire et d'y aller. Mais une fois que ça y est, une fois que t'es parti, alors là, après, il n'y a plus personne qui pourra te retenir. Et en fait, tu verras qu'à force de, on va dire, de pratiquer le fait d'être inconfortable, après, tu vas t'y habituer, en fait. Ça va devenir comme une sorte de jeu. Et tu te dis, en fait, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il faut juste y aller. Même quand j'ai créé la Black Beauty Academy, qui est une plateforme en ligne où je t'accompagne à devenir ta propre make-up artiste. D'ailleurs, je mettrai le lien si tu veux nous rejoindre. Tu auras toutes les infos. Eh bien, ça n'a pas été non plus évident, hein, tu sais. Tu te lances, ça va marcher, ça va pas marcher, mais tu le fais parce que tu y crois. Et voilà, là, j'organise le séminaire, la 2e édition du séminaire de la Black Beauty Academy. Organiser un tel séminaire, je t'avoue, l'année dernière, je savais que les membres attendaient qu'on puisse se rencontrer, d'organiser quelque chose, une rencontre. Et j'avais peur à cette idée-là parce que je me disais, est-ce que je serai à la hauteur? Et je suis quelqu'un quand même d'assez perfectionniste. J'aime quand les choses sont bien faites. Et je me suis dit, mais j'ai jamais organisé un tel séminaire. Comment est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de décevoir. Ça, c'est aussi quelque chose, j'ai très peur de décevoir. Déjà moi-même, mais aussi les autres. Et je me dis, non, si je fais un événement comme ça, il faut que je sois à la hauteur. Et on s'est vu l'été d'avant. J'ai rencontré quelques membres. On a fait un pique-nique.
Et je leur ai promis, je leur ai dit l'année prochaine, on va le faire ce séminaire. Et quand je promets quelque chose, voilà, je me dis, il faut que je le fasse. Je me suis lancé ce challenge sans savoir ce que ça allait donner. Mais au fond de moi, je me suis dit, ça va bien se passer. Le plus dur, c'est que tu as décidé que tu allais le faire. Fais-le. Et même si tu n'as pas toutes les réponses tout de suite, les réponses viendront le long du chemin. L'univers va être là, va être avec toi, va t'accompagner. Et il va te récompenser parce que tu as décidé que tu allais le faire. Et il sera là avec toi tout le long du chemin. Et il va t'apporter les solutions au moment où tu en auras besoin. Et Dieu seul sait, hein, même pendant que je faisais le truc, hein, que j'organisais le séminaire, il y a des moments où je me dis, mais je sais même pas comment je vais faire pour faire ça. Je sais même pas. Tout ce que je sais, c'est que j'y vais. Mais tout ce que je sais, c'est que ce séminaire, il va être incroyable. Et ensuite, et je me dis bien en plus les choses à voix haute, comme ça, quand j'y reviens, je me dis, ah non mais bah ici, là, ça je ne sais pas, là ça va être, quand ça va se régler, ça va être le miracle, et toi-même tu vas être la preuve vivante que les choses fonctionnent, quoi, que la loi d'attraction fonctionne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Désolée, hein, c'est le bruit du rouge à lèvres, du gloss que je suis en train de me mettre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le séminaire était incroyable. Les membres ont adoré. J'ai adoré. C'était formidable. Et la deuxième édition se prépare pour juin 2024. Si tu nous rejoins en tant que membre, bah, tu auras l'occasion de pouvoir participer à ce séminaire-là, qui aura lieu en présentiel. Hein. Et ça, c'est une aventure humaine, mais juste exceptionnelle. Donc, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant, ça a été une succession, en fait, de décisions que j'ai prises où j'ai été en dehors de ma zone de confort. Il y a rien qui s'est fait de manière facile, où j'y allais, les doigts dans le nez, où j'avais pas de peur, de crainte. Dans toutes ces décisions-là, j'ai flippé, mais au fond de moi, j'avais envie de le faire. Je me suis jamais sentie obligée ou quoi, mais je savais que c'était mon appel au fond de moi. Même là, ce que je suis en train de te faire là, ces nouvelles vidéos, ce podcast où je me maquille et je te parle de mes expériences. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, j'ai déjà fait comme ça ici et là quelques vidéos sur ma chaîne et qui ont eu de très bons retours d'ailleurs. Mais là, j'ai senti qu'il était temps pour moi d'évoluer vers autre chose. C'est flippant, oui, mais en même temps, c'est très excitant parce que j'ai envie de partager cette aventure avec toi et parce que j'ai aussi envie de te montrer que dans la vie, il faut écouter son cœur. Il faut aller là où tu as un appel et quelle que soit l'issue, là, je te fais ça se trouve qu'au final, ça ne va pas fonctionner, que ça n'intéressera peut-être pas autant de personnes. Mais au moins, j'aurais été au bout de ce que j'avais envie de faire et je n'aurai aucun regret. Il faut pas que tu aies de regrets dans ta vie. Il faut juste que tu fasses ce que tu as envie de faire. Fais-le et ensuite tu verras. Tu peux avoir des surprises et le fait de vivre en sachant que tu as été au bout de tes convictions, vraiment, ce sera tout à ton honneur. Moi, je t'encourage vivement, en tout cas. Je suis moi-même sur ce chemin-là. Et j'espère qu'à travers ces vidéos, je vais pouvoir te partager encore tellement d'autres choses, tellement d'autres expériences et de leçons également que j'en aurais tirées. Dis-moi en commentaire quelles a été justement ces choses que tu as faites dans ta vie, mais qui vraiment ont changé le game pour toi. Toutes ces fois où tu as dû sortir de ta zone de confort et que tu te dis, non mais si j'avais pas fait cette chose-là, honnêtement, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc quand tu vois ça, tu te dis, mais il faut que je le fasse plus souvent. Il faut que plus souvent, j'aille en dehors de ma zone de confort. Parce que je sais qu'à chaque fois que je vais sortir de ces zones de confort, je vais grandir. Je vais passer next level, next level, next level, encore et encore. Et ça devient un jeu. Mais la vie est un jeu.
La vie est un jeu. Quel va être le next level? Moi, je suis en plein dedans, mais t'inquiète pas que je vais te partager ce que je vis là. Mais même au moment où je te parle, je suis en processus de pouvoir accomplir des choses juste incroyables dans ma vie. Et je te partagerai toutes ces expériences que je suis en train de vivre là actuellement. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager mon expérience de la sortie de notre zone de confort et à quel point il est hyper important que tu sortes de ta zone de confort pour pouvoir accomplir des grandes choses dans ta vie. Car je t'assure que ce sera vraiment une des clés de ta réussite. Voici le maquillage que j'ai réalisé. Si tu regardes ce podcast, eh bien, voici le make-up. J'aime beaucoup. Partage-moi toutes tes idées sur tout ce que je viens de partager avec toi. Écris-moi tout ça en commentaire. Alors, si toi aussi, tu as envie d'apprendre à te maquiller, si tu as envie de devenir ta propre make-up artiste, tu peux nous rejoindre au sein de la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien en description. C'est un abonnement mensuel. Tu peux nous rejoindre pour voir un petit peu, découvrir la plateforme, les membres, tous les cours que tu as et toutes les activités que nous avons au sein de la Black Beauty Academy. Tu peux prendre ton abonnement, tester, rester 1 mois, 2 mois si tu veux. Et il n'y a pas d'engagement, donc tu n'es pas obligé de rester abonné. Tu peux te désabonner à tout moment. En tout cas, moi, je me ferai un grand plaisir de pouvoir t'accompagner. Donc, si tu es prête tout de suite à sauter dans cette aventure, eh ben, vas-y, je t'ai mis le lien. Ou si tu as envie d'avoir encore plus d'informations et plus de détails sur la Black Beauty Academy, dans ce cas-là, je t'encourage à regarder une masterclass totalement gratuite que je t'ai concoctée. Les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Donc vas-y, je t'ai mis le lien également en description. Va regarder cette masterclass où tu vas passer un petit moment avec moi. Je vais te décortiquer ces 4 raisons cachées dont tu n'as pas encore conscience qui t'empêchent justement de pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites en maquillage. Et tu en sauras également plus sur la Black Beauty Academy et si cela est fait pour toi. Donc vas-y, je t'ai mis également le lien en description. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te filmer cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce nouveau format. Je te prépare d'autres surprises sur cette chaîne, mais bon, on commence tranquillement. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à te filmer cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et n'oublie pas, sors de ta zone de confort le plus souvent possible. Prends soin de toi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.